Leïla. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de ton parcours qui, j'en suis sûre, va inspirer beaucoup de personnes, des personnes qui cherchent leur voie, qui cherchent du sens. Pour commencer cet échange, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu d'où est-ce que tu viens, quelles sont tes origines, tes racines? Tout à fait. D'abord, merci Leïla en tout cas pour cette invitation. Alors, mes origines, tout simplement, mes parents, ma maman vient d'Italie, de Sardaigne. Et donc, après avoir vécu une enfance en Lorraine, je suis partie en Alsace où j'ai vécu une vingtaine d'années et me voilà arrivée en Haute-Savoie en 2023. Ah oui, Donc, super. mes racines italiennes sont super importantes pour moi en fait. Hmm, la Méditerranée. Exactement. Et si on revient un petit peu sur ton parcours, quels étaient tes rêves de métier enfant? Alors, quand j'étais, du plus loin que je me souvienne, quand j'étais à l'école primaire, j'ai toujours voulu apprendre les langues. Et au départ, je voulais être hôtesse de l'air. Mais rapidement, j'ai compris que ça n'était pas possible parce que j'étais trop petite, en fait. Tu veux dire en termes de taille? En termes de taille, effectivement, pour travailler dans un avion. Ok. Et du coup, bah, j'ai eu envie de devenir professeur des écoles, prof d'italien en particulier. Hmm. En tout cas, je me destinais au métier d'enseignante. Ça, c'était un rêve assez lointain. Est-ce que tu sais s'il y avait des influences autour de toi? Est-ce qu'il y avait des maîtresses déjà autour de toi, des gens qui étaient dans l'enseignement ou pas du tout? Non, pas spécialement, mais j'aimais bien l'idée de transmettre en fait. Mm. Et certaines maîtresses que j'avais rencontrées m'avaient bien plu. Du coup, ça semait la petite graine. Mm. Génial. Et donc, au moment de l'orientation, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que c'était une évidence? Quels ont été les choix d'orientation que tu as faits? Non, au contraire, c'était pas du tout évident parce que alors j'adorais au lycée, j'ai vraiment adoré mes années lycée, mes études. Je savais pas trop si je savais que j'allais me diriger vers les langues. Et au final, je suis partie vers une classe préparatoire aux grandes écoles. Donc, en français, ça s'appelle Cagnes-Hippocagne. Mhm. Et ça m'a permis un peu enfin, de viser un peu plus large. Et après, j'ai bifurqué vers une licence et une maîtrise d'italien. Ah oui, d'accord. Donc, déjà la prépa, ensuite la licence vraiment spécialisée en italien. Tout Et à à fait, quel oui. moment t'es venue l'idée de devenir maîtresse? Alors, quand j'ai terminé mes études d'italien, donc au départ, je voulais vraiment être professeur d'italien. Mhm. Mais en même temps, quand tu es jeune, tu as envie de travailler ben, assez rapidement. T'es un peu lassé des études. Donc, j'ai raté le concours à deux reprises. Il n'y avait pas beaucoup de places, de postes, pardon, de professeur d'italien. Mhm. Donc, je me suis dit, bah, écoute, j'ai quand même envie de rester dans l'enseignement. Donc, je vais essayer de bosser pour un public un peu plus jeune. Donc, j'ai tenté en candidat libre le concours de professeur des écoles que j'ai eu haut la main la toute première fois. Donc, clairement, c'était voilà, voie royale pour toi. Exactement, ouais, une évidence. Génial. Et comment ça s'est passé? Donc, tu as eu ce concours. Et comment s'est passée l'affectation, tes premiers pas? Est-ce qu'il y avait des stages? Ou est-ce on te met dans le bain directement? Non, non, effectivement, alors tu as ton concours et ensuite, bon, à l'époque, hein, maintenant, ce n'est plus comme ça. Mhm. Tu passais, enfin, c'est en parallèle, tu avais quelques stages dans des classes, un stage par période, je dirais. Et sinon, tu étais à l'école des maîtresses et tu avais des cours pour te former, mais c'était plus des cours didactiques. Après, la pédagogie, tu l'apprenais avec les enfants, tu l'apprenais sur place au moment des stages, hein. Donc, c'était un peu complémentaire, mais il faut pas se leurrer, tu fais ta propre expérience une fois que tu as ta propre classe, hein. Hmm. Parce que quand tu fais ces stages, ce ne sont pas tes élèves, ils ne sont pas habitués à toi, c'est pas vraiment les circonstances habituelles. Hmm. Donc, tu es un peu jeté quand même dans le grand bain, Bah oui. sans vraiment de préparation intensive. Hmm. Donc, comment ça s'est passé du coup quand tu as eu ta première classe, clairement, enfin, officiellement, par Alors, rapport. bah, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était une école élémentaire à Strasbourg et les élèves étaient super gentils. Je me rappelle, c'était un cours double, un CE2, CM1.
Mhm. Et j'étais assez sévère justement parce que je pensais qu'il fallait être sévère et assez rigide pour se faire respecter. En fait, ils étaient mignons comme tout et j'ai passé une très très jolie année avec eux. Un très bon souvenir cette première année de classe. Tu disais, c'était quel niveau? Pardon. CE2 CM1, CE2, CM1. Donc classe double, deux niveaux. exactement. Tu sais, ça se fait beaucoup en fait de mettre deux niveaux dans une seule classe, Hmm. voire plus d'ailleurs, hein. Ah ouais. Ok. Deux niveaux, j'avais déjà entendu. Mais alors trois niveaux, ça je... Ouais, ben, en fait, c'est une gymnastique de la part du professeur, mais en aucun cas, il faut croire qu'on réduit, enfin que les élèves, par exemple, si on fait CP, CE1, CE2, que les CE2 font du CP. C'est pas du tout ça. Hmm. Chaque maîtresse, au contraire, se consacre à son niveau, mais pendant ce temps, les deux autres niveaux doivent être mis en autonomie parce que la maîtresse, en fait, elle se dédouble. Hmm. D'autant plus de difficultés pour elle. Chapeau à mes collègues en tout cas. Et est-ce que c'est pas aussi, c'est pertinent hein, quand on a des élèves aussi qui sont assez doués, ça permet de basculer à un autre niveau. Souvent, quand on Oui, recrute une classe, c'est souvent ce cas-là, oui, parce que tout la à fait. personne a plusieurs, enfin, l'instituteur a plusieurs niveaux dans la même classe, donc ça facilite. Exactement, ouais. Super. Et donc après cette expérience, donc première expérience des deux niveaux, est-ce que tu as gardé ce même niveau? Est-ce que tu as changé? Non, parce que dans les premières années de professorat, en fait, tu n'es pas titularisé. Donc, c'est-à-dire que tous les ans, tu changes d'école. Je sais pas, ça va durer 5, 6, 10 ans, même plus pour certaines régions. Donc, j'ai quitté ma petite école de banlieue pour partir dans une autre école. Et là, c'était un peu plus compliqué. J'avais un cours simple, mais j'ai moins accroché. Mais Mm, ça, c'est le jeu, en fait, des mutations. Au mm, départ, tu émets des vœux et c'est un algorithme, en fait, qui va te muter à tel ou tel endroit. Et d'accord. voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Mm. Il faut tenir. Il faut tenir. Jusqu'à quand? À quel moment est-ce que tu as eu ta classe enfin, clairement fixe? Moi, je l'ai eu assez tôt, je dirais au bout de 6 ou 7 ans. Et là, j'ai eu un poste, c'était super intéressant, j'ai adoré. Donc, j'ai eu du CPCE1 Mhm. pendant pas mal d'années, hein. En tout, j'ai été maîtresse pendant 23 ans. Donc, je crois que j'ai dû être pendant, allez, 8 ou 9 ans dans cette école. Et à cheval, soit au CP, soit au CE1, soit au CPCE1. Mais j'en garde un très bon souvenir, c'était chouette. Attends, tu disais CP-CE1 pendant, t'as dit, 9, combien d'années, pardon? Ouais, j'ai dit 8, 9 ans, mais après, bon, ma mémoire peut me jouer des tours, hein. Ok. Donc une dizaine d'années et une dizaine d'années où tu as dû basculer, changer. Après, oui, tout à fait. En fait, j'ai eu 5, 6 ans où j'ai changé d'école. Ensuite, mon poste fixe à l'école Saint-Laurent, je me rappelle encore de son nom. Ensuite, j'ai changé de coin en Alsace. Donc, pareil, j'ai été mutée, j'ai changé d'école. Donc là, je suis restée quelques années et encore une fois, changé d'école à côté du nouveau coin où j'étais, puis avant de partir en Haute-Savoie. J'ai un Waouh. peu bourlingué quand même. Oui, il y a quand même pas mal de changements. Est-ce que tu sais combien ça représente d'élèves aujourd'hui, au total? Est-ce que tu as une idée? Alors, Ou est-ce que tu as déjà fait le calcul? J'ai posé la même question à un prof de sport. non, j'ai pas fait le calcul, mais franchement, j'ai dû voir beaucoup d'élèves passer quand même. Parce que j'étais maîtresse, donc ça faisait 23 ans. Si on enlève l'année de la toute première année où j'avais pas trop d'élèves, allez, ça fait 22 ans. À raison de 25 élèves par année, voilà, je te laisse faire le calcul. Moi, je suis plus maîtresse, je suis devenue moins bonne en mathématiques. Je suis pas douée en calcul mental. En tout cas, 23 à peu près fois 25 élèves en moyenne. Ce qui fait, Oui, oui. on va faire le calcul. C'est assez intéressant puisque c'est toujours marquant pour les personnes qui regardent les parcours, c'est assez incroyable. Donc 23 fois 25, ça fait 575 élèves. Oh, merci, chou. Voilà, 575 élèves. Et donc 575 familles finalement, hein. Je me souviens qu'il Oui, m'avait dit ça. et ce qui est sympa, en fait, c'est quand tes élèves que tu as eu au début de ta carrière, et ben, quand tu les croises maintenant et qu'ils ont eu le bac ou alors qu'ils te disent qu'ils se souviennent de toi. Enfin, ça, c'est hyper marquant pour toi, quoi. Ça fait chaud au cœur.
Bah, j'allais y venir. Qu'est-ce qui t'a marqué positivement? Est-ce que tu as des anecdotes avec des élèves ou dans ta carrière qui t'ont marqué de façon positive? Alors, il faudrait que je réfléchisse un petit peu, mais j'ai des anecdotes en fait. Enfin, c'est des souvenirs généraux, mais Mhm. de tous cette gentillesse. En fait, moi, c'est l'innocence et la gentillesse des enfants. Et qui, en fait, t'es un peu comme t'es pas comme une maman, mais tu les vois quand même beaucoup plus longtemps finalement que leurs parents, parce que t'es avec eux 6 heures par jour. Et puis, tu es un modèle, un pilier pour eux. Et là, comme ça, ouais, j'ai pas vraiment de. Si, j'ai une élève qui me vient en tête, mais après, c'est un peu triste, mais je me souviens d'elle parce que, elle avait perdu sa maman et du coup, on avait lié une relation, mais elle était trop chou, cette élève, et je m'en rappelle très bien. Et je venais d'accoucher de mon fils et du coup, enfin, c'est là que j'ai pris conscience en fait du lien entre ces enfants-là qui sont dans ta classe et que tu dois accompagner Mhm. et leur enseignante, quoi. T'es Dans pas ton- leur maman, mais t'es quand même voilà, t'as un rôle quand même super important. Bien sûr, surtout à cet âge-là, c'est un âge de construction. Voilà, exactement. Et c'est tous ces dessins et ces je t'aime maîtresse ou maîtresse t'es belle. Voilà, c'est vraiment cet amour qu'on t'envoie tous les jours. Et même quand ça va pas dans le perso ou que c'est un jour un peu moins, et ben, Mhm. tu reçois comme ça toute cette innocence, toute cette Mhm. affection euh, inconditionnelle, quoi. Et c'est Et vraiment ça, vrai. Quand ça vient des enfants, c'est pur, c'est vrai quoi. exactement, la pureté, la sincérité, l'authenticité, voilà, c'est ça. Ils sont authentiques, les enfants. Ils peuvent rien cacher. Est-ce que justement, en étant avec des enfants aussi candides, aussi purs dans leurs réactions, ça nourrit notre propre authenticité? Est-ce que Ah ça oui, je pense. t'amène à être aussi, toi, de plus en plus authentique, de plus en plus... Enfin, est-ce que ça permet de travailler sur sur cette partie-là? Je te pose cette question parce que je me souviens que j'avais posé la question à une professeure, à une de mes professeurs que j'ai eue quand j'étais à la maternelle, et qui me disait qu'elle voulait travailler avec les enfants parce que ça lui permettait de rester jeune. Et donc, je fais Mhm. le parallèle. Est-ce que cette authenticité, qui est toujours face à toi tous les jours, est-ce que ça te permet aussi de travailler et d'être toujours aussi authentique aussi? Ah oui, moi je crois que tu peux pas tricher avec les enfants, hein. Donc ça, tu. Et puis même de moi par rapport à moi, Enfin, j'aurais jamais pu ne pas être authentique, pardon. Donc je me suis vraiment livrée à eux de façon très sincère et très honnête. Hmm. Parce que Et tu je l'es déjà, mais encore plus quand tu es en effet miroir avec des enfants qui le sont. Exactement, ouais. Et je les remercie d'ailleurs pour ça, hein. Bon, certainement qu'il y en a qui regarderont et qui sont en période de bac. Et donc, pour continuer, à l'inverse, qu'est-ce qui était plus difficile dans ton métier sur ces 23 années? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Est-ce qu'il y avait des moments où tu t'es questionné, qui t'ont un peu tiraillé? Alors, de mon côté, ça a été plus difficile les toutes dernières années parce que la vie a fait que, à travers mon parcours personnel, j'avais un peu moins d'énergie et du coup, l'effectif nombreux de certaines de mes classes a fait que enfin, le bruit m'a énormément fatiguée, la gestion de classe, la gestion de conflits. Et ça, du coup, euh, fait que je me suis posé de plus en plus de questions, en fait. Hmm. Donc, c'était vraiment, ça commence à devenir physique. Oui, voilà, quand le physique est impacté, quand le soir tu rentres et que tu as moins, ou tu n'as plus d'énergie pour tes propres enfants, et où tu perds patience, où tu n'as même plus de patience avec eux, là tu commences à te poser des questions. Et à quel moment est-ce que donc, ces questions sont devenues une ouverture vers autre chose? En 2018, après je te donne une date comme ça, mais je peux plus te dire l'élément déclencheur, mais en 2020, j'ai ouvert ma première micro-entreprise, donc je sais que c'est dans ces années-là. J'ai cherché, en tout cas avant 2020, hein, rien à voir avec le Covid, hein. Mais j'ai cherché comment
envisager une porte de sortie, entre guillemets, mais progressive. Mm. Comment je pouvais faire? Parce qu'en fait, quand tu es un site, en tout cas, pour moi, c'était comme ça, j'étais persuadée que je ne saurais rien faire d'autre. Donc, comment je pourrais faire pour sortir de cette voie-là, faire quelque chose bah, qui pourrait me faire vivre et qui pourrait me renouveler. En Mhm. fait, une nouvelle passion. Donc, je me suis interrogée et j'ai cherché mes points forts. Et du coup, voilà comment je me suis dirigée en tout premier lieu vers le massage. Et peut-être le bien-être, bah, parce que j'étais malmenée à ce moment-là, je trouvais plus la sérénité dans mon travail. Malgré le fait que j'aimais toujours autant les enfants, hein, c'était pas du tout ça, c'était plus les conditions Mm. dont je parlais tout à l'heure. Et donc j'avais envie, en fait, je pense, de m'apporter du bien-être à moi. Donc je me suis dirigée vers le bien-être. Waouh, un effet miroir. Exactement, toujours ce fameux effet miroir. Oui, je suis navrée de la répétition, mais c'est vrai que c'est, et j'entends beaucoup de personnes comme ça, hein, qui ont Mais tellement. non, mais c'est vrai. Mm. Je pense que c'est pas du tout une répétition, mais c'est en fait on s'en rend même pas compte, donc c'est vraiment bien que tu soulèves ça. Bah, tant mieux. Et donc ces massages que tu faisais, donc tu as donné des massages, tu as. En quoi Oui, est-ce que oui, alors d'ailleurs à ce moment-là? excuse-moi, j'ai pas entendu parce que j'ai parlé en même temps. Pardon. Pas de souci. En quoi est-ce que ça te faisait du bien de donner des massages? Alors il faut d'abord que j'explique que pour ouvrir ta micro-entreprise, quand tu fais partie de la fonction publique, tu dois demander les autorisations nécessaires. Donc j'ai pas fait ça Hmm, comme bon me semblait, hein. Donc d'accord. j'avais l'autorisation de faire un cumul d'activités. Eh Hmm, bien, donc une fois que j'ai eu le droit, donc j'ai commencé par apprendre le massage au bol tibétain et le massage californien, donc en fait la base. Et ça me faisait du bien parce que ça m'apaisait, mais véritablement. Pendant ce temps privilégié où bah, tu mets juste une petite musique, ou alors même pas besoin de musique avec les bols tibétains, et tu vas placer la personne dans une bulle de hmm, détente, une bulle de bien-être. Et en fait, moi, ça m'apaisait, mais complètement. Et tu sais, quand tu es maîtresse, bah, tu fais 10 trucs à la fois, tu es au four, au moulin. Alors que là, tu étais vraiment dans une zénitude complète. Et ben moi, ça m'apportait autant que je pense que ce que je donnais aux gens. hmm. Donc, Connecté à une seule chose, une seule tâche, l'instant oui, présent. c'est comme en fait un réalignement, un retour, comme un reset, en fait, un retour à moi-même. Et revenir au calme après toute cette énergie folle, en fait, de la vie d'un site, parce que ça prend une énergie de folie. C'est un métier où tu pourrais passer ton temps parce que tu as toujours envie de te renouveler, de faire des choses pour les enfants, bah, pour qu'ils apprennent d'autant mieux, pour qu'ils soient bien dans ta classe. Donc, moi, ça me vampirisait parce que tu pouvais passer tout ton temps à faire ça, quoi. Le temps de préparation Hmm, et ensuite le temps dans la classe où là, tu es happé bah, parce qu'ils sont 3 4 5 voire plus à te demander quelque chose en même temps. hmm. Donc, tu as plusieurs casquettes en fait. Oui, Et là, c'est marrant parce que c'est en te le disant que je réalise que c'était un beau retour à soi. à soi-même. Hmm. Mm. Calme. C'est l'objectif, hein, de cet échange aussi. C'est vraiment de se rendre compte, hein. C'est vraiment le rétroviseur. On regarde en Ouais, arrière bah, merci encore de me permettre ça, c'est top. avec plaisir. Super. Et à quel moment, du coup, tu as basculé des massages vers ce dont tu vas nous parler aujourd'hui? Bah, figure-toi que donc mes enfants étaient plus petits, donc j'étais chez mon kiné dont je me faisais soigner et il me dit, mais tu sais, ma femme, mon épouse est kinésiologue, peut-être que ça pourrait t'amener blablabli blabla. Et donc bah, j'ai été consulter son épouse qui était géniale bah, pour mon fils à l'époque, ensuite pour moi-même. Et ça n'a pas été une fulgurance, mais je me suis dit, waouh, cette technique, elle est géniale. Je fais un petit teasing là. Mais quelle est donc cette Donc, technique, Christelle? donc, cette technique, eh ben, c'est la kinésiologie. Hmm.
Et ouais, j'ai vraiment adoré, j'ai adoré découvrir. Je trouvais le truc fabuleux parce que, bon, on en parlera tout à l'heure, mais ça permet de faire un travail et de soulager la personne. Donc là, mon fils en particulier. Mhm. Et ça a été une super belle découverte. La kinésiologie, c'est ça. Et qu'est-ce que tu peux nous dire donc? Qu'est-ce que la kinésiologie? La kinésiologie, alors en fait, étymologiquement, c'est la science du mouvement. La kinésiologie, en fait, c'est une méthode pardon, de libération psychocorporelle. En fait, c'est une technique de libération du stress, entre guillemets. Bon, il y en a plusieurs, hein, c'est un peu un truc générique là que je viens de dire, une explication générale. Mais plus en détail, tu vas venir avec ta problématique, qu'elle soit mentale, des difficultés de concentration, émotionnelles, tu viens de subir une séparation, un deuil. Physique, tu as une douleur chronique ou alors une douleur ponctuelle, une entorse, mal au ventre. Enfin, il y a vraiment, bah, j'en parlerai peut-être tout à l'heure plus en détail, mais ça balaye beaucoup, beaucoup de thèmes. Et on va venir chercher dans le corps où est-ce que le blocage se situe, puisque le corps, en fait, il se rappelle de tout ce qu'on a vécu. Il a engrammé toutes nos expériences. Et du coup, bah, le kinésiologue, à travers, enfin, par l'intermédiaire du test neuromusculaire, il va chercher le protocole qui va être le plus adapté à la personne pour pas soigner ou guérir, mais en tout cas pour équilibrer ce pourquoi la personne vient bah, à tel ou tel rendez-vous. Quand tu dis le test musculaire, c'est-à-dire que tu testes qui est-ce qui Alors, c'est tout, te répond, comment tu as la réponse? alors, c'est tout simplement le test neuromusculaire. Mhm. C'est une pression sur le poignet. Et ensuite, nous, on fait des interrogations mentalement, dans notre tête. Et du coup, bah, à travers le test musculaire, on aura soit une réponse qui va stresser ou maintenir le poignet. Je m'explique. Mhm. Si le poignet il est stressé, il va lâcher. On dit qu'il lâche ou il déverrouille. Admettons que ça ne stresse pas le corps, et ben en fait le bras, le poignet reste en tension, donc ça résiste. Par exemple, moi, au début d'une séance, je demande toujours aux personnes, on fait un petit exemple, surtout quand Mhm. c'est des enfants pour qu'ils comprennent. Je leur demande de contacter un aliment qu'ils adorent. Donc, hop, ils ferment les yeux, ils pensent à l'aliment qu'ils adorent, pizza, burger, pâtes. Mhm. J'appuie sur le poignet, hop, ça tient super fort. Bah, parce que le corps, il sait qu'on aime cet aliment. Donc, ça tient. Inversement, je leur demande de se connecter à un aliment qu'ils détestent, en général les brocolis chez les enfants. Et boum, ça lâche. Bah, parce que les brocolis, ça met en stress. Le corps, il sait en fait. Il a toutes les réponses, le corps. Et nous, on va essayer un peu de mener l'enquête et de voir où est-ce que l'énergie, elle est bloquée. Donc si on Je prend ne sais un pas si exemple j'ai été claire dans mes explications. très clair, merci. Et si on prend un exemple, on va transposer ça avec un exemple concret d'un symptôme. Quelqu'un qui a une migraine, tout le temps la migraine, et là on a marre. Et il vient te voir et te dit j'en ai marre d'avoir une migraine, j'aimerais comprendre ce que mon corps me dit et j'aimerais voilà, dépasser tout ça. Comment ça se Ok. passe? Alors, bah, d'entrée de jeu, il va pas se jeter sur la table et hop, on démarre la séance. On va d'abord avoir une discussion tous les deux, ce qui s'appelle l'anamnèse. Donc, c'est un petit moment d'échange où il va me parler de sa migraine, dans quelles circonstances, depuis combien de temps, comment ça se manifeste, est-ce qu'il doit être dans le noir, est-ce qu'il a des nausées, tu vois? Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Ensuite, je vais lui poser des questions plus générales, son métier, bah, peut-être pour savoir s'il a un métier stressant, sa situation familiale, en tout cas, en savoir un peu plus sur lui. Mhm. Donc, ensuite, on va déterminer.
ben, un objectif, en tout cas de séance, bah, lui, ça va être clairement, en tout cas, il va venir consulter pour sa migraine. L'objectif de séance, ça va être une phrase positive bah, par rapport à sa migraine. Peut-être que la phrase d'objectif, on va pas la trouver d'entrée de jeu, dès le début de la séance. Mais en tout cas, la raison de sa consultation, ça va être, bah, je viens vous voir parce que j'en peux plus, j'ai envie qu'on travaille sur mes migraines et je sais, j'ai pris tous les médicaments possibles, mais rien n'y fait. Et du coup, ben là, je ne vais pas pouvoir te dire précisément ce que je vais faire, puisqu'en fait, ça dépend de chaque personne. D'ailleurs, cette personne, elle pourra venir chez plusieurs kinésiologues. Peut-être que le kinésiologue A, il va partir d'un point de départ A. Le kinésiologue B, ben, pareil, il partira d'un autre point de départ, le B. Pareil pour le C, etc., etc. Donc, je ne peux pas te dire vers où on va aller, mais en tout cas, j'aurai une porte d'entrée et ça, je vais tester. Je ne fais rien sans la validation du test neuromusculaire. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas te parler, en fait, te dire, ouais, on va partir sur telle et telle piste. Ok. Et quand tu vas tester, c'est que tu vas te poser des questions et en fait, le test neuromusculaire, soit c'est tendu, soit c'est détendu. Et là, tu sens, enfin, du moins, soit c'est détendu, du coup, soit c'est stressé. Et à ce moment-là, tu vas avancer, tu vas cheminer vers plus ou moins une réponse, une cause. Exactement. Oui, oui, tout à fait. Parce que réponse après réponse, effectivement, ça nous amène en fait vers d'autres questions, d'autres réponses, un peu une évidence. Mais en tout cas, ça nous amène vers le protocole qui est le plus adapté à la personne le jour J pour cette problématique-là. On a parlé des migraines. Quelles sont les autres raisons pour lesquelles les gens te consultent aujourd'hui? Alors, tout simplement, tu peux venir parce que tu es trop stressé. Mhm. Mais après, le stress, évidemment, c'est un mot générique, hein. On va essayer de savoir pourquoi la personne est stressée. Par rapport au sommeil aussi, les difficultés de sommeil, ça peut être soit d'endormissement ou soit quand tu te réveilles la nuit. À telle ou telle heure de la nuit, que tu n'arrives pas à te rendormir, ça peut être pour des douleurs, beaucoup. Justement, migraine, soit les maux de ventre, ou soit des entorses ou des douleurs aux genoux, des douleurs articulaires. J'ai vu pas mal ces derniers temps. Et donc, Et c'est... sinon, Pardon. Et sinon? non, je t'en prie, bah, toutes les thématiques émotionnelles. Les deuils, les difficultés après les séparations, la gestion des émotions, l'hypersensibilité, tu vois. C'est un peu des grands thèmes, mais c'est... Ouais, j'ai vu pas mal de consultants venir pour ces thèmes-là. Ouais, super. Donc c'est assez varié. Ça permet Oui, tout à fait. de gérer des situations peut-être, enfin, des symptômes physiques ou émotionnels. Exactement. Et puis pour les personnes qui n'aiment pas du tout parler de leurs émotions, Mm. souvent, bah moi je sais que mon conjoint il est comme ça. Alors lui, du coup, je vais lui faire des séances. Mais alors on va pas du tout passer par les émotions. Je vais plutôt tester des muscles. Et comme ça permet aussi de prendre un autre chemin, mais du coup de faire la séance sous un autre angle. Mais on va quand même essayer de traiter, entre guillemets, d'une autre manière. Mm. Adapté à la personne. Exactement. Tu parlais de ton conjoint, donc des adultes. Tu parlais des enfants tout à l'heure. Donc c'est Exact. enfants, adultes, hommes, femmes. Tout à fait, oui, oui. Tout le monde peut venir voir un kinésiologue depuis bébé à 0 à 99 ans. Je t'explique, c'est tout simple. Imaginons un bébé ne fait pas ses nuits, je sais pas, 3 4 mois. La maman est désespérée parce qu'elle ne dort plus. Donc, alors déjà, quand c'est un tout bébé, on va passer par le parent dont il est le plus proche. Donc souvent, on va peut-être pratiquer la séance sur la personne qui l'amène, donc souvent la maman. Parce que tout bébé, ben voilà, nous les mamans, on est très liés avec notre bébé. Et sinon, si le bébé, l'enfant est un peu plus vieux, mais qui ne tient pas le test musculaire parce que c'est trop compliqué, on peut faire la séance en transfert. C'est-à-dire que toutes les informations du bébé, on les transfère sur le parent qui vient. Et ça marche. Rien que dans l'intention, en disant on transfère tout de suite, quand tu le dis, Euh, comment ça se passe? on, on a des petites phrases bien précises, mais oui, oui, c'est à peu près ça. En résumé, c'est tout à fait ça. Donc par les mots et l'intention. Par les mots et l'intention, et toujours la validation du test neuromusculaire.
Waouh. D'ailleurs, tu sais qu'avant de démarrer la séance, on demande toujours l'autorisation si on a le droit de travailler avec avec cette personne, pardon, et si la séance peut se faire de manière douce. Ça dure combien, combien de temps une séance? Alors, une séance de kinésiologie, quand on est un kinésiologue aguerri, en 1 heure, la séance peut être faite. Mais moi, comme je débute, du coup, je mets plutôt 1h20, 1h30 maximum. Mhm. J'aime bien prendre mon temps et voilà, on est dans cet horaire-là. Si on revient un petit peu sur ton parcours, comment est-ce que tu t'es formée à la kinésiologie? Alors moi, du coup, j'étais en Alsace quand je me suis inscrite dans une première école. Donc, je suis tombée, en fait, je me suis inscrite dans l'école de la kinésiologue que j'étais consultée en tout premier. Et en déménageant en Haute-Savoie, j'ai changé d'école parce que c'était plus compliqué de remonter sur l'Alsace. Et par le plus grand des hasards, mais on sait qu'il n'y a jamais de hasard, il y avait une école à Thonon-les-Bains. Donc, je me suis inscrite dans cette école, tout simplement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es dans la région, plus ou moins. Exactement, ouais, tout à fait. Donc, c'est l'école Oranesis. Et enfin, j'ai vraiment adoré mon cursus là-bas. C'était top. Ça dure combien de temps? Alors, tu peux faire la formation en 2 ans maximum. Moi, j'ai mis un peu plus de temps parce que entre l'Alsace et la Haute-Savoie, mais ça dépend vraiment des personnes, du cursus. J'ai un ami dans une autre école qui a mis, je crois, 10 mois. Bon, lui, il l'a fait vraiment très, très rapidement, mais en général, c'est à peu près sur 2 ans parce que c'est 600 heures en présentiel obligatoire. Ah oui, c'était ma prochaine question. 600 heures en présentiel obligatoire. Est-ce que Oui. tu peux donner juste quelques infos sur les matières principales dans cette école? Oui, oui, absolument pas de souci. Donc, en fait, la kinésiologie, pas que dans cette école, en tout cas, elle est divisée en 3 branches. Mhm, Euh, le santé par le toucher, mhm. l'éducation kinésiologique. Donc, santé par le toucher, c'est tout ce qui concerne la structure, les muscles. Quand je te disais avant, on teste des muscles. L'éducation kinésiologique et tout le pan émotionnel. J'ai un petit trou là de comment ça s'appelle. C'est joli. ICM, intégration corps mental, pardon mes profs. Et du coup, voilà, ces 3 grands domaines sont divisés en sous-domaines, etc., etc., en modules. Et puis après, tu as des spécialisations. Voilà, tu peux t'amuser à te spécialiser dans tel ou tel domaine, quoi. Est-ce qu'il est vrai que la kinésiologie utilise aussi la médecine traditionnelle chinoise et les méridiens? Oui, tout à fait. La kinésio, en fait, est basée sur la médecine chinoise et effectivement sur les méridiens. C'est tout à fait vrai. Super, merci de le confirmer. Et donc, par rapport à ton parcours, qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans ce nouveau métier? Alors moi, ça m'a donné mais vraiment un renouveau, enfin un profond renouveau personnel, émotionnel. Enfin, ça me porte. Voilà, avant, j'étais plus alignée parce que je me donnais plus à 300% aux enfants, en fait. Donc, j'étais plus authentique. Et là, maintenant, je suis alignée avec ce que je fais parce que j'adore ça. J'ai retrouvé aussi ma posture, mon calme. Je suis plus posée. J'adore ce one-to-one, tu sais, quand je suis en séance avec la personne. Et bref, je crois que je me suis éloignée, mais ça m'apporte ça. Waouh, génial. Et en quoi ton métier d'enseignant t'a aidé dans cette bascule? Ça m'a aidée parce qu'en fait, figure-toi que ce n'était pas une évidence pour moi de reprendre les études. Il y a Mhm. eu beaucoup, beaucoup de données à intégrer et à apprendre par cœur, à connaître, à comprendre. Et du coup, mon côté, enfin, l'enseignement m'a aidé à être organisée. Mais j'ai quand même dû m'en détacher hein, parce que là, on va plus. Quand tu es enseignante, tu es quand même dans un cadre, tu vois, et là, tu sors un peu du cadre. Et puis, ça m'aide aussi dans la relation avec les personnes, Hmm. notamment avec les enfants. Ah oui, donc c'est ouais,
comment dire, c'est un avantage. Oui, exactement. En fait, avant, je pensais que voilà, il y avait ma vie passée et ma vie, ma nouvelle vie, en fait, mon ancienne profession, ma nouvelle profession. Mais en fait, je me suis rendu compte que non, mon ancienne profession, elle peut me servir et je dois la mettre au service de ma nouvelle profession. Donc, Parce que la vraie Christelle, elle est faite de toutes. Je suis faite de toutes mes expériences passées. Je ne vais pas parler de moi à la troisième personne, pardon. Mais en fait, tu vois, il y a des prises de conscience qui se font et donc je veux pas renier en fait ce métier, ce passé d'enseignante. Je le mets au service d'eux. c'est intéressant, ça veut dire que quand on fait une reconversion, c'est une continuité et pas une fracture, pas une discontinuité. Exactement. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Super, super intéressant. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui, par exemple, on va prendre l'exemple de ton ancien métier. Qu'est-ce que tu dirais à un prof, à une maîtresse qui a envie de changer de métier, qui a envie de se réinventer professionnellement, mais qui n'ose pas? Alors moi, je lui dirais déjà de suivre ses rêves parce que c'est ce que je te disais, c'est ce que j'essaie d'expliquer par rapport à l'éducation nationale. On est très cadré, donc voilà, on fait ce qu'on nous dit de faire et il n'y a pas de place pour la créativité, pour nos envies profondes, en fait. Et là, je lui dirais, mais écoute, ne te mets pas de limite. C'est Mm, possible. Tu as peut-être l'impression que tu sais pas faire autre chose, que tu n'es pas capable, mais non, écoute cette petite flamme qui brille, qui brûle au fond de toi et vas-y. Ça sera peut-être pas facile, mhm, mais voilà, tu prends ton courage à deux mains et puis après, tu seras super fier mm. d'y être arrivé. Donc c'est pas toujours facile, mais ça en vaut la peine d'oser, de s'écouter. Non, c'est pas facile parce qu'après, ben, tu deviens auto-entrepreneur, donc tu œuvres pour toi-même. Donc, si tu fais rien, il se passe rien. Donc, Mm, mais tu mets toute ton énergie en fait pour toi. mhm. Donc, c'est une autre énergie, c'est vraiment une autre façon de réfléchir et moi, je trouve que ça donne des ailes. Super. Merci, c'est super. C'est inspirant et puis ça donne envie. Donc certainement que ça va réveiller ou ça va donner de l'élan à ceux qui n'osent pas. Pour clôturer cet échange qui, si je pouvais, je le ferais durer pendant des heures, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Christelle? Bah, déjà, c'est gentil de me souhaiter des belles choses pour la suite, donc merci beaucoup. Moi, j'aimerais bien développer ma clientèle. Alors, on n'a pas le droit de dire la patientèle. Mm, Donc, développer ma clientèle, avoir plein d'idées pour faire mon nouveau métier avec autant de passion, mhm. pour continuer à kiffer et pour vivre de ça, tout simplement. Bah, je te le souhaite en tout cas. Je te souhaite plein de succès, plein de réussite et toujours de l'épanouissement. Ouais, voilà, c'est ça, de l'épanouissement et du plaisir et du bonheur, en fait. Mm. C'est ça, il faut pas l'oublier, en fait. Parce que avoir du plaisir et du bonheur de se lever le matin et faire ce que tu as envie, je pense que c'est vraiment, enfin, c'est ça la vraie richesse. Et ça n'a pas de prix. Merci beaucoup. On va terminer sur cette phrase. Merci infiniment, Christelle. Merci pour cet échange. C'était hyper enrichissant. De rien, Leïla, un grand merci à toi, en tout cas. C'est un honneur de pouvoir répondre à tes questions.